Bonjour à toutes et tous. Merci surtout à Caroline Schepers qui m'a invitée à participer à cette journée et qui m'a posé cette question à laquelle je vais essayer de répondre en apportant un certain nombre de preuves, on va dire, de cette dimension disciplinaire de l'écrit. Ça va, vous m'entendez bien? Non, pas trop? Alors, moi aussi, comme tout le monde, je me suis posé la question de mon introduction. Voilà. Et en fait, je me rends compte que l'introduction que j'ai choisie fait que je m'inscris tout à fait dans les pas de Marie-Christine Pollet, de son amour pour l'histoire. Voilà, j'ai lu récemment dans un article de presse, mais je ne l'ai pas mis sur mon PowerPoint, que Georges Duby, l'historien français, n'aimait pas Michelet, l'autre historien français du siècle précédent. Parce que Georges Duby critiquait entre autres le style de Michelet, qui selon lui était trop à majuscule. Cette brève remarque montre combien pour l'historien, le travail historique est inséparable de l'écriture. Un autre historien, Henri-René Maroux, le dit également. Il écrit « Le parfait historien se doit d'être aussi un grand écrivain ». C'est un énoncé très général que Maroux ne développe pas, malheureusement. Il développe beaucoup plus le travail de l'historien que le travail de l'écrivain. On peut peut-être penser qu'il lui manquait peut-être d'avoir collaboré avec un spécialiste de l'écriture, des textes et des discours. Alors, pour penser cette articulation entre écrit et discipline, je crois qu'il faut opérer un double déplacement, dans le sens aussi de ce que disait Marie-Christine Pollet tout à l'heure. Passer d'une conception transversale de la langue et des compétences linguistiques à une conception des activités linguistiques incorporées dans des pratiques discursives plus larges, plus complexes et aussi plus spécifiques. C'est aussi passer de la langue au discours. Ce qui s'écrit, ce ne sont pas seulement des phrases, mais ce sont aussi des discours ancrés dans des traditions culturelles, des genres du discours, et particulièrement des traditions disciplinaires. Pour appuyer l'idée de ces déplacements, on peut se référer entre autres à un rapport que j'ai trouvé pour préparer cette journée, élaboré par Jean-Claude Béaco et ses collègues dans le cadre d'un rapport qu'il a élaboré pour le Conseil de l'Europe, qui s'intitule « Les dimensions linguistiques de toutes les matières scolaires ». C'est un rapport tout à fait intéressant et je vous conseille de vous y reporter. Voilà, il écrit des activités comme l'emploi d'un registre sociolinguistique surveillé, l'emploi correct de la terminologie disciplinaire, la correction grammaticale orthographique sont certainement très utiles. Elles ne suffisent cependant pas à faire acquérir la maîtrise en compréhension et en production des formes de la communication par lesquelles les connaissances se constituent, s'exposent et sont discutées. Vous avez là en bas la référence du site, mais c'est très facile à trouver. Voilà, c'est un beau rapport qui fait une petite centaine de pages et qui évoque ces questions des rapports entre discipline et écriture, tout à fait instructif. Alors, ce qu'il appelle les formes de la communication, ce qu'on appelle aussi bien les genres de discours, renvoie au fait que toute énonciation est contextualisée, comme le disait Marie-Christine. Là aussi, il y a une grande communauté de pensée au sein des littératies universitaires, forcément. Que ces formes de la communication visent un ou des buts, qu'elles répondent à une intention de signification et visent des destinataires spécifiques. Finalité et public sont deux dimensions externes qui influent sur la composition interne des textes en termes de structure, de langue et de terminologie. Là encore, je me réfère à une autre citation de ce rapport. Le fait d'attirer l'attention sur les différents aspects de la langue, non seulement en tant que système, mais aussi en tant que discours, qu'est-ce que l'auteur cherche à faire à travers ce texte, comment il s'y prend pour atteindre ses objectifs, peut aider les enseignants de disciplines non linguistiques à percevoir le lien entre compréhension du contenu de leur matière et utilisation de la langue. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un certain nombre de recherches
à propos donc de ces variations dans les discours, variations des discours selon les disciplines, dans les discours scientifiques, dans les mémoires professionnelles en formation d'enseignants et un peu dans le discours d'étudiants sur l'écriture à l'université. J'aurai une deuxième partie, grande partie sur les dimensions linguistiques. Je vois qu'il ne faut pas tout à fait les oublier. Elles restent là, même si on met l'accent sur les discours, elles restent là. Et puis je vais vous donner peut-être pour terminer quelques perspectives didactiques. Alors, les variations des discours selon discipline, donc, cette question est à mettre en relation avec un courant de recherche américain qui s'appelle Writing in the Disciplines, qui est particulièrement important pour nous et qui a été présenté par Christiane Donahu dans plusieurs de ses articles. Ce courant se focalise donc sur les liens entre écriture et savoir dans les disciplines. Il a pour objectif d'étudier et de distinguer les compétences transversales de celles qui sont spécifiques aux disciplines. Et il cherche à élucider les genres, les normes, toujours selon les disciplines, et le rôle épistémologique de l'écriture. Ce courant de recherche fait souvent allusion, s'appuie souvent sur les recherches de Charles Bazerman, qui est un des premiers à mis en évidence ce rôle du discours dans la construction des savoirs disciplinaires, allant jusqu'à poser que les disciplines elles-mêmes sont des systèmes de discours. En disant ça, il se place dans la continuité des recherches effectuées par les sociologues du savoir scientifique comme Bruno Latour et Steve Woolgar. Alors, ce que je vais vous présenter dans la suite s'écarte un peu de cette perspective de recherche. Je vais plutôt analyser, me pencher sur les disciplines essentiellement issues des sciences du langage qui analysent les textes, et pas seulement les communautés scientifiques, si vous voulez. Donc, comment s'élaborent dans différentes disciplines les discours de recherche? C'est la méthodologie comparative qui est la plus efficace. On choisit un axe d'analyse ou un trait de l'écriture de recherche et on choisit 2-3 disciplines dans lesquelles on va comparer selon cet axe. Soit par exemple on prend un même genre de discours et on voit ce que ça donne dans différentes disciplines. Je crois qu'un des ouvrages comment dire, premier dans cette perspective-là est l'ouvrage collectif dirigé par Yves Reter sur la description, où il observe la description dans 3 ou 4 disciplines différentes. Si mes souvenirs sont bons, il y avait la linguistique, la médecine, la psychologie, la sociologie. Donc chacun de ces spécialistes de discipline dit comment il utilise le genre de la description dans ses propres écrits. Et ça, je crois que c'est vraiment des savoirs qui sont tout à fait intéressants. Il y a eu aussi dans la même foulée un numéro de la revue Pratique. Et sur le récit, il y a aussi un numéro de la revue Pratique, le récit dans les différentes disciplines scolaires. Et tout récemment, une publication d'Anne Vézier et Sylvain Dousseau qui s'intitule « Les pratiques de récit pour penser les didactiques, dialogue entre histoire et autres disciplines, français, mathématiques, sciences ». Donc ce sont des ouvrages dans lesquels on prend un genre et on voit comment ça se décline dans les différentes disciplines. Ou alors l'autre méthodologie, c'est de prendre donc des dimensions textuelles qu'on va essayer de voir comment elles se réalisent dans différentes disciplines. Ces études-là sont menées principalement par le laboratoire de Grenoble, auquel Marie-Christine Paulet faisait allusion aussi tout à l'heure, le LIDILEM, dans le cadre de leur méthodologie autour de ce qu'ils appellent la rhétorique énonciative. Alors, un des premiers, je vais vous présenter 3 recherches en fait qui sont autant de preuves pour moi de ces dimensions disciplinaires de l'écriture. Alors Fanny Rink, par exemple, explore les spécificités d'articles de recherche en sciences de langage et en littérature. Elle dépouille donc des articles de chercheurs, des articles dans des revues scientifiques. Et elle montre qu'il y a, par exemple, une différence dans l'organisation textuelle. Les articles de littérature ressemblent à des textes d'idées et non pas à des articles scientifiques tels qu'on peut se le représenter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-titres, pas de numérotation, pas de représentation graphique. Ce sont des textes
qui se déroule de début jusqu'à la fin, avec énormément de science et de savoir et de culture, etc., mais qui laisse au lecteur un nombre important d'inférences à faire pour comprendre la structure du texte, à l'opposition de ce qu'on peut trouver en linguistique, où les textes sont explicitement structurés en titres et sous-titres, etc. Une autre caractéristique de cette recherche, c'est de montrer qu'un certain type de lexique scientifique, comme ce que vous avez là, se retrouve essentiellement en sciences du langage. On ne retrouvera pas ce lexique-là dans les articles de littérature. Donc, si vous voulez, c'est toujours des études un peu ponctuelles, un peu modestes, on dirait. Mais bon, ça met en évidence des différences de fonctionnement discursif entre ces deux disciplines-là. Alors, autre étude, celle de... comment s'appelle-t-elle? Jacques, c'est une dame, Marie-Paul Jacques, qui compare 3 autres disciplines, donc sociologie, information, communication et traitement automatique des langues, de la même manière, du point de vue de l'organisation textuelle. Qu'est-ce que les articles de recherche mettent en évidence comme organisation? Donc elle repère là aussi des différences, peut-être pas toujours très marquées, mais quand même. Donc dans la discipline linguistique, un traitement automatique des langues, on a une structuration du texte qui est très scientifique, avec des titres, méthodes, résultats, évaluation, discussion, etc., qui fait tout à fait penser au schéma IMRAD, qui est fort utilisé en psychologie. Alors qu'en sociologie, on ne trouve pas du tout ce type de structuration-là, mais des titres et des sous-titres qui renvoient directement au thème de l'article, à l'argumentation qui est développée dans cet article. Et l'autre, là, information-communication, est un peu partagée entre les deux énoncés. Bon, elle pense que l'identité disciplinaire est peut-être pas très très marquée, mais que voilà, c'est peut-être une discipline un petit peu moins rigide, avec peut-être un peu moins d'ancienneté que les autres disciplines, et donc elles sont moins, le genre est moins marqué. Alors, autre exemple encore de recherche que menée toujours dans ce laboratoire, les dilemmes, Magda Flores, qui utilise les citations, qui analyse les citations, et notamment la façon dont l'auteur donne son avis, son opinion à propos d'une citation, ce qu'elle appelle une citation positionnée. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une citation neutre, c'est une citation où, avec le verbe d'introduction ou les commentaires qui sont tout autour, voilà, l'auteur se positionne par rapport à la citation. Alors, elle remarque que ce ne sont pas très fréquents, il y a à peu près 12 à 15% de citations positionnées dans les textes qu'elle analyse, mais il y a des réelles différences d'écriture, je dirais de format d'écriture. Par exemple, voilà, en linguistique, on aura des formules du genre nous empruntons ici une idée chère à Harris, etc. C'est le sujet auteur qui est premier pour annoncer la référence ou la citation. Alors qu'en psychologie, le sujet auteur n'apparaît pas du tout, et c'est plutôt l'objet qui est thématisé en premier. L'expression scène ethnographique est empruntée à Vasquez et Martinez, etc. Alors qu'en sciences de l'éducation, on aura une source qui est thématisée en premier. En prenant appui sur Bernstein, nous allons tâcher, etc. Alors ça peut paraître rien du tout, en fait, comme type de résultat, parce qu'on se dit, bon, il n'y a pas d'énormément de différence, toutes ces formules-là sont à peu près synonymes, on pourrait en mettre une à la place de l'autre, etc. Sauf que elle met en évidence que l'une est vraiment fréquente dans une discipline, l'autre en psychologie et la troisième en sciences de l'éducation. Et là, c'est un peu interrogeant. Il y a donc des formes de pensée, des formes de positionnement par rapport aux références bibliographiques qui semblent être un peu spécifiques aux différentes disciplines. Et ce qui est le plus évident en termes d'épistémologie, je crois, c'est la psychologie. L'effacement de l'auteur va tout à fait dans le sens d'un écrit soi-disant objectif, scientifique, qui est plus fréquent en psychologie peut-être que dans les autres disciplines. Donc voilà quelques exemples de recherche qui sont, je crois, des preuves, modestes certes, mais des preuves de ces variations d'écriture selon les disciplines dans lesquelles les chercheurs sont inscrits. Je vais maintenant vous montrer quelques recherches équivalentes à propos de l'écriture de mémoire professionnelle en formation d'enseignants.
Alors j'ai moi-même, il y a longtemps, mais c'est une petite recherche que j'aime bien, il y a des recherches qu'on a faites il y a longtemps qu'on n'aime pas trop, mais celle-là je l'aime bien, sur les descriptions. C'était une époque où dans l'équipe Théodile on travaillait tous sur la description, et donc j'avais pris comme œuvre à étudier les mémoires professionnelles d'étudiants en formation professionnelle, et donc c'était des étudiants de second degré. Et donc, ils faisaient des descriptions. Enfin, en même temps, j'ai découvert qu'effectivement, la description de la classe ou la description des élèves est une sorte de passage obligé dans les mémoires. Il faut présenter les élèves ou la classe où l'enseignant est en stage, sachant que ce stage va être la matière de son mémoire. Donc montrer un peu le contexte dans lequel il est intervenu en classe, faire une description de la classe ou des élèves est quasiment, enfin du moins à l'époque, je ne sais pas trop maintenant, mais un passage obligé. Et donc j'ai comparé des mémoires en français et en biologie, et j'ai observé des choses assez intéressantes, je crois. En français, par exemple, cet exemple-là qui est un début absolu d'un mémoire de français. À la rentrée de septembre, j'étais affectée dans un collège de la région d'Arras, situé, etc., dans un quartier réservé aux gens du voyage, etc., etc. C'est la première phrase du mémoire, le premier paragraphe du mémoire. C'est le premier regard de l'étudiant sur l'établissement où il va être en stage. Et c'est sa première expérience professionnelle. On a là une sorte de mise en abîme, d'un triple incipit, si vous voulez. Incipit dans le texte, incipit dans l'expérience et dans le métier. Alors ça, c'est un peu anecdotique, direz-vous, mais si on regarde le système des titrages, je crois qu'en fait, regarder comment les textes sont structurés avec des titres, c'est un angle d'attaque tout à fait intéressant pour comprendre comment les textes fonctionnent. Dans les systèmes de titrage de ces mémoires de français, on trouve des choses de ce genre. Et je pense qu'on a là des titres qui affichent le fait que dans la description, le scripteur va chercher à produire un effet de visualisation en s'appuyant sur des stéréotypes descriptifs. Je pense que Portrait d'un autre type de quatrième, par exemple, renvoie complètement à la culture littéraire. Ce sont des étudiants de français qui sont imbibés de culture sur la littérature naturaliste, et quand ils écrivent à leur tour, ils font à peu près ce qu'ils connaissent des textes en produisant des descriptions naturalistes. C'est tout à fait différent en biologie. Tout à fait différent en biologie. D'une part, on voit apparaître dans le texte même des documents comme graphiques, tableaux statistiques, etc., complètement absents des mémoires de français. Et puis on a des titres parlant, chapeautant les descriptions d'élèves et de classes. Des titres comme relevé de données, analyse de données socioculturelles, précision sur le cadre, état des lieux, public concerné. Des titres complètement à l'opposé de ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur l'effet de description naturaliste, des titres qui cherchent une sorte d'objectivité scientifique, avec pratiquement l'absence du mot classe, ça apparaît même pas là, c'est public, c'est pas élève, c'est public. Donc, comme si les élèves et la classe étaient un objet non désirable, en quelque sorte, qu'on va maquiller, qu'on va masquer derrière des données pseudo-scientifiques, parce que faire des statistiques sur la composition des familles à partir d'une classe de 25 élèves, bon, c'est pas très très sérieux quand même. Ça donne une couverture de l'écriture objective, mais voilà. Donc d'un côté, on a des descriptions réalistes dans les mémoires de français, et de l'autre, des descriptions objectivantes dans les mémoires scientifiques. Et je pense que cela montre, modestement, mais ça le montre encore, que la culture disciplinaire donne forme aux écrits jusque dans ces passages qu'on peut juger secondaires, comme les descriptions de classe et d'élèves, mais qui ne sont pas une activité discursive innocente. Alors, une autre personne s'était aussi intéressée à des mémoires professionnelles, Suzanne Nadeau, qui avait regardé ça dans différentes disciplines, en s'interrogeant sur l'identité disciplinaire et notamment en essayant de voir comment les formateurs qui encadrent ces mémoires peuvent produire une influence en termes de spécificité disciplinaire.
Et donc, elle avait analysé des mémoires, interviewé des étudiants et des formateurs sur les finalités de l'écriture des mémoires professionnelles. Et par exemple, voilà en France, voilà ce que ça donne pour aller globalement. Donc, en art appliqué, le mémoire est un produit d'art appliqué. Ce n'est pas un outil de réflexion sur la pratique. Les étudiants produisent un élément de design ou un élément pictural dont ils expliquent la fabrication, mais ils ne réfléchissent pas sur leur pratique d'enseignement. Et pour eux, le mémoire, comme vous le voyez, sert à prouver leur propre capacité à produire un produit d'art appliqué. Très différent de ce qu'on trouve en français, où on a plutôt des récits, situations de classe ou analyse de pratique, avec une finalité qui est de prouver donc ses capacités à analyser la pratique et à attester d'une compétence réflexive sur sa propre pratique. Quant à l'histoire-géographie, c'était essentiellement des enquêtes, de grandes enquêtes auprès des élèves sur leur préconnaissance, leur représentation de l'objet historique qu'elle est traité en classe, ou après le cours, ce qu'ils en avaient retenu, etc., etc. Donc des enquêtes à finalité d'évaluation. Et là aussi, la finalité n'est pas tellement de construire une position réflexive sur l'enseignement, mais de prouver qu'on est bon en histoire. Donc ces positions différentes montrent, dans l'écriture, montrent une compréhension intuitive des modes de discours qui sont attestés ou légitimes dans la discipline et des types de professionnels auxquels il convient de se conformer dans l'écriture du mémoire. Il y a une troisième étude dont je voudrais vous parler rapidement. Là aussi, la question est quasiment la même, les plus récentes, Dalila Moussi 2019. Elle compare aussi des mémoires et elle montre la variation des nombres et des types de lecture selon ces trois disciplines. Elle montre également que les méthodologies de recueil de données ne sont pas les mêmes. On retrouve d'ailleurs de manière tout à fait intéressante qu'en histoire, les questionnaires sont importants. Ça confirme tout à fait l'étude précédente de Suzanne Nadeau. Et elle montre aussi, elle s'intéresse à ce qu'elle appelle la posture de recherche dans ses mémoires professionnelles. Est-ce que l'étudiant est capable de mettre en question ce qu'il a exposé dans son mémoire d'un point de vue un peu auto-réflexif. Et elle se rend compte que c'est le cas en français et en histoire, où les étudiants réfléchissent vraiment aux limites de ce qu'ils ont observé, de ce qu'ils ont théorisé, et les formulent explicitement dans leur mémoire de manière assez abondante. Et ce n'est pas trop le cas en sciences, en tout cas c'est moins le cas en sciences. Donc voilà, nous avons là des exemples, je crois, des spécificités disciplinaires qui sont généralement peu ou mal identifiées et qui consistent à... J'ai un problème. Voilà. Pardon. D'accord. Encore quelques minutes. Voilà. Bon. Alors j'allais un peu vite sur les discours d'étudiants. Il y a des grandes enquêtes qui montrent les disparités de type de texte et de lecture qu'on peut donner à lire aux étudiants. Un petit résultat qui vient de l'enquête que j'avais faite il y a quelques années sur les pratiques d'écrit à l'université, dont Marie-Christine Paulet faisait partie également et d'autres, où on interrogeait les étudiants sur les écrits représentatifs de leurs études, et on avait vu que chaque discipline pouvait déclarer des écrits qui étaient radicalement spécifiques, c'est-à-dire que les écrits déclarés en lettres comme étant représentatifs de leur discipline n'étaient absents des déclarations des autres disciplines. Là encore, on a des différences, disciplinaires qui sont vraiment, vraiment nettes. Sans compter que dans tous ces écrits déclarés comme spécifiques, on se rend compte que ce sont des écrits longs la plupart du temps, qui demandent une implication du lecteur sur une question propre, une question spécifique, où il y a une expérience d'observation comme le rapport de stage, et que ces écrits longs sont très certainement assez différents de ce que les étudiants ont connu quand ils étaient dans le secondaire. Ça, c'est pour renforcer l'idée que l'écriture est l'objet d'un apprentissage continué. Donc voilà, pour terminer, une citation d'un étudiant que j'ai toujours trouvé très très intéressant et qui rappelle un peu ce que disait Anne-Sophie Romainville tout à l'heure. Ce pauvre étudiant qui est en licence d'histoire, 3e année de licence d'histoire, d'accord ?
Voilà, on ne sait jamais les attentes qu'a le professeur. À l'université, il n'y a pas assez d'exercices. On doit essayer de deviner les choses nous-mêmes pour un bon examen écrit. Bien que je suppose que ça fasse partie de la sélection, ce n'est pas juste. On peut travailler, se retrouver avec un 3. Celui qui n'a pas travaillé se retrouve avec un 12. Il n'y a pas assez de règles fixes. De plus, le vocabulaire universitaire, on met longtemps à l'appréhender. Il est difficile à employer. Vous avez là un très joli message d'étudiants qui appellent à l'aide. Et qui crève le cœur aussi un peu. Alors, j'en viens très rapidement. Combien me reste-t-il? Ça va quand même, encore au moins 7 minutes, hein, d'après mon chronomètre, 7 minutes. Les dimensions linguistiques, qui ne faut pas considérer comme absentes de ces dimensions qui concernent le genre de texte. Hein. Alors, il y a des études qui sont faites par toujours ce laboratoire de Grenoble, là, très spécialisé sur l'analyse de l'écrit scientifique, de ce que Agnès Tutin appelle les phraséologies. Les phraséologies, ce n'est pas de la terminologie scientifique, ça ne renvoie pas au concept scientifique, c'est des formules en fait, caractérisées par le fait qu'elles sont figées, qu'elles apparaissent toujours à peu près dans le même contexte et qu'elles traduisent le travail scientifique, les procédures scientifiques et le travail d'écriture scientifique. Donc ce sont des formules voilà, qu'elle catégorise ainsi, hein, apporter une preuve à l'aide d'un fait, opérer une comparaison, énoncer une filiation scientifique, etc., etc. Toutes ces phraséologies-là, qui sont donc des expressions, hein, comme notre article traite de, dans un premier temps, j'exposerai ceci, pour conclure, on peut dire cela, etc. Tous ces énoncés-là sont des énoncés transversaux aux disciplines, caractérisent, je dirais, l'exposé scientifique en général. Hein, et peuvent être l'objet aussi de formation pour les étudiants hein, qui apprennent par là des routines d'écriture caractérisant l'exposé scientifique. Du point de vue plutôt du secondaire, mais je crois que c'est aussi le cas dans le supérieur, s'interroger sur les fonctions cognitives du langage me paraît aussi appartenir à ces dimensions transversales hein, de la langue. C'est Beaco dans son rapport qui souligne ce fait. Et il fait une liste des opérations qui sont à la fois opérations cognitives et opérations langagières, hein, qui me paraissent être extrêmement fréquentes, usuelles dans toutes les disciplines, qu'elles soient au niveau du secondaire, au niveau du supérieur, et qui sont, comme vous le voyez, dépliées. Hein, dans décrire, on a énuméré, nommé, caractérisé, quantifié, etc. Dans raconter, on a déroulé des actions dans le temps, mais établir des relations, travailler sur la simultanéité ou la durée, etc., etc. Je crois que la connaissance de ces opérations qui sont cognitives et langagières pour aider les élèves à mieux s'y retrouver dans ce qu'on leur demande, quand on leur demande de décrire ou de raconter ou d'argumenter, etc., c'est quelque chose de très très important. Alors, que faire, comment faire? Ça, c'est une grande question. Je ne pense pas que je vais apporter énormément de réponses. Là, j'ai mis un peu rapidement quelques numéros de revues qui sont facilement consultables en ligne, hein, les numéros de pratique dont j'ai parlé tout à l'heure. La revue Recherche a produit également 2 numéros sur ces questions d'interdisciplinarité. Et il y a également la revue Aster, qui a cessé de publier en 2009, mais dont les numéros anciens sont consultables facilement et qui c'est une revue pour l'enseignement scientifique hein, qui s'est beaucoup intéressée aux questions de l'écriture. Alors, comment faire travailler sur les genres de discours disciplinaires? Voilà, la réponse, elle est vraiment pas très surprenante, n'est-ce pas? Mais voilà, alors quelques références, entre d'autres, mais je vais aller très vite parce que je voudrais plutôt développer. L'exemple 3, la faire écrire des descriptions de paysages en géographie et en français, qui est un petit article écrit par Ariel Noyer, qui rend compte d'un travail conjoint entre professeurs de géographie et professeurs de français dans une classe de 5e au collège français, c'est-à-dire, si j'ai bien compris Marie-Christine, c'est la première ici, hein, des élèves de 12 ans. Donc, hein. Voilà, donc la géographie, la description en géographie, c'est voilà,
comme dit Odigier, dire l'objet décrit avec des mots et l'ordre de la géographie. L'ordre est très important. Décomposer l'objet, repérer ses parties, les nommer, etc., le recomposer, et puis dire le réel de manière à le faire voir de manière intelligible. C'est assez différent de ce qu'on attend en français. Là, en l'occurrence, les élèves devaient écrire une description d'un paysage, c'était l'Himalaya, si mes souvenirs sont bons, inscrite dans une narration. Donc il fallait qu'ils situent l'objet dans un cadre large, qu'ils désignent l'objet, qu'ils identifient ses composantes. Ça, on peut dire, c'est à la limite assez proche avec la géographie. Mais dans un récit, l'évaluation est prise en charge par un personnage. La description est prise en charge par un personnage. Et donc il y a des évaluations de ces descriptions, de ces moments descriptifs qui sont pris en charge par un personnage, au discours direct ou indirect. Voilà, ça c'est très différent de la géographie. Et l'organisation de la description est libre. Ou bien elle peut suivre, comme dit Ariel Noyer, la déambulation du personnage dans le paysage, ce qui n'a rien à voir avec la description, le plan en géographie. Donc après avoir lu des textes, écrit des textes dans les deux disciplines avec les deux enseignants conjoints, les élèves ont été amenés à répondre à un petit questionnaire sur comment décrit-on un paysage en géographie et en français, et à quoi ça sert, pourquoi fait-on ça. Et voilà quelques éléments de leur réponse. Voilà, ils signalent l'absence de prise en charge énonciative en géographie. Hein, c'est moins embelli, c'est très carré, le paysage décrit plus froidement, la description est brusque. Bon, ils disent ça avec leur langage, hein, c'est sûr que moi je théorise en disant absence de prise en charge énonciative, mais ces élèves de 12 ans, ils le verbalisent avec leurs propres mots. Mais c'est très juste ce qu'ils disent, c'est très juste. Ils signalent aussi l'importance du plan, alors qu'ils ne signalent pas du tout l'importance du plan en français. Hein, voilà. Et pour le alors attendez, je n'ai pas fini la géographie, si on y arrive là. Donc sur le plan référentiel, en géographie, il faut tout dire, il ne faut rien oublier, il faut être exhaustif, il faut être fidèle. On décrit ce qu'on voit. Alors qu'en français, ma foi, eh ben, on n'est pas obligé de tout dire, on sélectionne ce qui nous intéresse, ça peut être inventé, ça c'est tout à fait intéressant pour le français, et puis c'est embelli, c'est plus poétique, etc. Donc à l'issue d'une expérience relativement modeste, hein, de quelques semaines si vous voulez, de travail collaboratif entre ces deux enseignants sur un même objet dans les deux disciplines, on peut affûter la compréhension des élèves sur les différences disciplinaires et la façon dont on écrit dans l'une et l'autre discipline. Alors, autre dimension, c'est plutôt sur les opérations cognitives et langagières, faire écrire des comparaisons. Ça, c'est extrêmement difficile, l'écriture d'une comparaison. Et là, j'ai pris l'exemple d'un article, dans un article de pratique, dont vous avez là la référence, où il s'agit de faire écrire une comparaison entre les bactéries et les virus. Voilà. Donc le travail a été fait en classe, les critères ont été construits dans un tableau à double entrée, etc. Reste à écrire. Et là, toutes les difficultés se reposent. C'est-à-dire, soit les élèves écrivent ce que les auteurs de l'article appellent une écriture à plan, c'est-à-dire un traitement successif des deux objets. Voilà ce que c'est que la bactérie, c'est caractérisé comme ça, comme ça, comme ça, et maintenant le virus, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Énumération et pas comparaison, en fait. Par contre, ce qu'ils appellent l'écriture à processus, dont on a ici un exemple tout à fait extraordinaire, montre une capacité rédactionnelle vraiment très élaborée. Donc l'élève commence par faire un paragraphe d'introduction qui annonce les différents thèmes qu'il va traiter dans son texte, qui sont les différentes catégories. Puis après ça, il prend, donc, commençons tout d'abord par leur taille, les virus, cela, tandis que les bactéries, cela. Ensuite, parlons de leur façon de se reproduire, etc. Il compare les deux. Continuons sur la manière de les observer, etc., etc. On a un texte extrêmement élaboré, avec non seulement une mise en texte coopérative avec le lecteur, hein, c'est tout ce qui est mis en italique là, une reprise des différentes catégories d'analyse, c'est ce qui est en gras, et des outils linguistiques, c'est ce que j'ai surligné en rouge, l'usage du tandis que, hein, qui est loin d'être facile et simple, et qui est un très bon outil de comparaison.
et ainsi que contrairement que, et puis la reprise avec eux, hein, contrairement aux virus qui, eux, ont besoin, etc., ces structures syntaxiques sont des aides à l'écriture comparative. Voilà, c'est un exemple parmi 10 000, hein, mais voilà. Alors en conclusion, je reviens un peu sur mon point de départ, hein, cette demande de déplacement initial de la langue au discours, et je dirais de la langue et des discours à un travail sur, comment dire, langue et discours conjointement dans les activités de classe. Il me semble que si on peut arriver à ça, c'est un très joli travail. Bien sûr, étudier les discours scientifiques, faire percevoir les différences d'organisation textuelle et les différences énonciatives selon les disciplines. Ça, je pense qu'on peut utiliser les recherches qui sont faites en rhétorique énonciative pour, quand on travaille avec des étudiants, hein, pour leur faire percevoir comment fonctionnent les textes scientifiques. Et dans les études avec des élèves plus jeunes, je pense que faire percevoir les différences de mise en texte et les conceptions des genres et des activités selon les disciplines, en élaborant des formes de collaboration co-disciplinaire, hein, je pense que le prof de français ne peut pas faire ça tout seul. C'est extrêmement important qu'il s'adjoigne à un prof de sciences ou un prof de biologie pour effectuer ces types de comparaisons. Et bien sûr, sans oublier, comme je disais tout à l'heure, les dimensions transversales de l'écriture. Voilà. Donc, la mise en scène, la mise en situation de lecture-écriture de textes ancrés dans des disciplines différentes convoquant un même genre. Explicitation, alors ça j'y tiens beaucoup, je pense je ne suis pas la seule. Il est très important d'expliciter pour les étudiants, pour les élèves, les opérations qui sont sous-entendues dans une activité plus globale, d'un point de vue cognitif et langagier, dans les disciplines autres que le français. Mais c'est vrai que le français peut contribuer à aider à cette explicitation, mais le français ne doit pas être tout seul. Il faut qu'il soit conjointement avec des autres disciplines. Et voilà, c'est fini. Je vous remercie.